Et là, il est passé à récapituler tout ce qu'il avait donné aux membres de sa famille, les sons qu'ils pouvaient avoir recueillis. Elles devaient être très considérables. Lui seul observait-il n'avait rien. S'il se trouvait avec le temps, possédait quelque chose en Europe. Il ne l'aiderait qu'à la prévoyance et à la combinaison de quelques amis. Si l'empereur eût gagné l'Amérique, il comptait, disait-il, appeler à lui tous ses proches. Il supposait qu'ils ont pu réaliser au moins 40 millions. Ce point serait devenu le noyau d'un rassemblement national et d'une patrie nouvelle avant les événements de la France. Ceux de l'Europe auraient groupé autour de lui 100 millions et 60 000 individus, la plupart de ceux-ci ayant propriété, talent et instruction. L'empereur disait qu'il aurait aimé réaliser ce rêve. Ce était une gloire nouvelle. L'Amérique, continuait-il, était notre véritable asile, sous tous les rapports. C'est un immense continent d'une liberté toute particulière. Si vous avez de la mélancolie, vous pouvez monter en voiture, cueillir milieu et jouir constamment du plaisir d'un simple voyageur. Vous y êtes l'égal de tout le monde. Vous vous perdez à votre gré dans la foule sans inconvénient avec vos mœurs, votre langage et votre religion. L'empereur disait qu'il ne pouvait désormais se trouver simple et particulier sur le continent de l'Europe. Son nom y était trop populaire. Il tenait trop désormais par quelque côté à chaque peuple. Il était devenu de tous les pays. Vous, m'a-t-il dit en rien, votre lot naturel était le pays de l'Orinoque ou ceux du Mexique. Les souvenirs du bon Las Casas n'y sont point effacés. Vous y auriez eu ce qui vous y est voulu. Il est de la sorte de destination toute marquée. Grégoire, par exemple, n'a qu'à aller à Haïti. On y fera pape. Au moment de la seconde abdication de l'empereur, un Américain à Paris lui écrivait « Tant que vous avez été à la tête d'une nation, tout prodige de votre part était possible. Toutes les espérances pouvaient être reçues. Mais aujourd'hui, rien ne vous est plus possible en Europe. Puis gagner les États-Unis. Je connais le cœur des chefs et les dispositions de la multitude. Vous trouverez là une patrie et de véritables consolations. L'empereur ne le voulut pas. Il pouvait sans nul doute, à la faveur de la célérité du déguisement, gagner Brest, Nantes, Bordeaux, Toulon et probablement atteindre l'Amérique, mais il ne pensait pas que sa dignité lui permit de déguisement ni la fuite. Il se croyait tenu à montrer à toute l'Europe son entière confiance au peuple français et l'extrême affection de celui-ci à sa personne en traversant son territoire dans une telle crise, en simple particulier et sans escorte. Enfin, et c'est par-dessus tout ce qui le dirigeait en cet instant critique, il espérait qu'à la vue du danger, les yeux se dessilleraient, qu'on reviendrait à lui et qu'il pourrait sauver la patrie. C'est ce qui lui fit allonger le temps le plus qu'il peut à la maison. C'est ce qui le fit retarder beaucoup encore à Rochefort s'il est à Sainte-Hélène. C'est à ce sentiment que le doit jamais il ne peut se séparer de cette pensée plus tard, quand il n'y eut plus d'autres ressources que d'accepter l'hospitalité du bel enfant. Peut-être ce ne fut pas sans une espèce de secrète satisfaction antérieure
qui s'y voyait irrésistiblement amené par la force des choses. Être en Angleterre, c'était ne pas s'être éloigné de la France. Il savait bien qu'il ne serait pas libre, mais il espérait être entendu. Et alors que des chances s'ouvraient à la nouvelle direction qui pourrait imprimer les ministres anglais ennemis de leur patrie ou vendus à l'étranger, disait-il, ont trouvé ma seule personne encore trop redoutable. Ils ont pensé que ma seule opinion dans Londres eût été plus que l'opposition tout entière, que leur eût failli changer de système ou quitter leur place. Et pour conserver leur place, ils ont lâchement sacrifié les vrais intérêts de leur pays, le triomphe, la gloire de ses lois, la paix du monde, le bonheur de l'Europe, la prospérité, la bénédiction de l'avenir. Le soir, l'empereur, dans le cours de la conversation, s'est trouvé revenir de nouveau sur Waterloo, sur ses anxiétés, ses indécisions avant de prendre une partie décisive touchant son abdication. Je passe une foule de détails pour ne pas me répéter. Je n'en garde que ce qui suit. Son discours à ses ministres en agitant l'abdication fut la prophétie littérale de ce que nous avons vu depuis. Carnot fut le seul qui sembla le comprendre. Il combattit cette abdication qui, selon lui, était le coup de mort de la patrie. Il voulait qu'on se défendît jusqu'à extinction. On désespérait. Il fut le seul de son avis. Tout le reste opina pour l'abdication. Elle fut résolue. Et alors Carnot, secouant la tête de ses deux mains, se mit à fondre en larmes.